Nous avons deux présentations et elles vont être inversées par rapport à ce qui est présenté dans le programme pour des raisons de commodité. Donc la première présentation, ça sera une présentation de la Maison de la Forêt des Charmes qui sera suivie avec un établissement de l'handicap qui sera suivi par une présentation de la Maison de la Vallée des Fleurs à Passat. Donc nous avons une première présentation qui provient d'un établissement qui est plutôt en milieu rural et ensuite une présentation qui est plutôt en milieu urbain et ça a une certaine importance pour regarder la présentation. Est-ce que le chargement a pu se faire? Voilà qui est fait. Donc nous allons avoir plusieurs présentations de situations. Deux présentations et leurs autres présentations. Vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Nous, oui. Oui. Donc je vais me présenter comme Dominique Thierry. Je travaille au ministère de l'Environnement. Je gère notamment le comité de la prévention et de la précaution. J'ai rencontré M. Mentel et je fais également partie du bureau de la commission nationale des alertes et de déontologie en santé publique et en environnement. Donc c'est dans ces deux commissions que j'ai commencé à pratiquer un peu d'éthique. Avant, disons que j'avais une pratique personnelle liée au fait de gérer des crises. C'est un métier particulier. Bien, je crois que nous sommes prêts. Laetitia va nous parler avec M. Pierre après et Virginie. Bonjour à tous, on intervient aujourd'hui pour évoquer avec vous les questions de législation au sein des établissements de l'audiovisuel. Ce dont on s'était rendu compte à l'ouverture de certains établissements, c'est que le nombre de résidents qui sont accueillis dans les établissements et tout avec les appareils auditifs. Désolée. Ce dont on s'était aperçu quand les établissements ont ouvert, c'est que la majorité des résidents qui sont accueillis se demandent s'ils ont le droit, en général, quelle que soit leur volonté. Le fait d'intégrer un établissement médico-social et de vivre en collectivité, ils s'interrogent sur le fait de toujours avoir leurs droits de citoyen. C'est au travers de deux situations, plus le témoignage de M. Pierre, qu'on va essayer de définir un petit peu les postures qu'on peut adopter. Juste une petite introduction, une présentation de l'établissement. Donc, on travaille dans un établissement de la Vienne qui accueille des personnes adultes qui ont des lésions cérébrales acquises. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la partie, ce sont des lésions cérébrales qui surviennent au cours de la vie d'un adulte, donc qui est très différent d'un type de lésion qui peut apparaître au cours de l'enfance, puisque les gens doivent s'habituer et se réapprendre à vivre, comme vous disiez, avec ces nouvelles difficultés. Voilà quelques photos de l'établissement. La première des situations a été intitulée « Liberté d'aimer et d'être aimé ». La question qui se posait était de comment pouvoir exercer ce droit fondamental, a priori, de pouvoir juste avoir une vie affective et de pouvoir l'exercer avec d'autres personnes consentantes, bien entendu, quand on est une personne vulnérable, dite vulnérable. Voilà. Donc, la première situation, c'est la situation d'une personne qui souhaite pouvoir entretenir une intimité et la question se pose potentiellement de pouvoir l'entretenir et d'avoir recours à un cadre non légal. C'est une question qui est assez compliquée à évoquer ou à avoir un petit reportage d'une personne sur ce témoignage-là. Donc on s'est ancré sur la fiction et quelques petites lignes de films pour avancer un petit peu, amorcer le propos. Si j'arrive à faire marcher. Voilà.
spoiler, je pense que je vais te le raconter. C'est fort dommage. C'est bien sympathique pourtant. Donc je vais vous le raconter, c'est moins chouette qu'avec les images, mais a priori ça fonctionne pas. Donc The Session, c'est l'histoire d'une personne incarnée par Helen Hunt, qui est assistante sexuelle dans un pays où c'est autorisé, puisque la France n'est pas dans ce cadre-là, et qui vient intervenir auprès d'une personne vraiment avec des difficultés en termes motrices assez importantes et qui redécouvre son corps, ce qui fait un peu lien avec les questions de la corporalité dont on a parlé ce matin. Et du coup, tout l'enjeu dans ce film-là est de réexpérimenter, de se réapproprier son corps, pas forcément sur les parties nécessairement génitales, mais juste d'avoir cette sensorialité-là et juste l'aspect d'être touché par l'autre. Voilà. Je suis désolée, je vous le raconte, si vous arrivez à retrouver le film, on verra tout à l'heure. National 7, donc je pense même souci. Film français pour le coup, qui lui traite, et je vous le conseille clairement, de la prostitution, qui est basée sur une histoire vraie, une institution qui accueille des personnes en situation de handicap, des personnes qui sont accueillies en masse, comme on en accueille aujourd'hui, et ces personnes qui souhaitent avoir, elles, pour le coup, des relations sexuelles. Donc l'une des professionnels de l'établissement décide de son propre chef de contacter une prostituée qui se trouve dans un petit van près de cette National 7, le titre du film, et qui propose de rencontrer quelques résidents dans la prestation. Voilà. Par contre, avec un peu de chance, j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Alors, il n'y a pas de son? Vous n'avez pas de son? Au secours. Non, c'est pas possible, quoi. On va tout plante. C'est avoir juste un technicien qui nous aide à faire tout ça. En fait, c'est pas le projet que vous Je suis désolée parce que c'était un super truc. Il y a un résident de l'établissement où on travaille qui avait écrit un slam pour expliquer justement sa difficulté à pouvoir avoir accès, avoir à nouveau accès en fait à une vie intime et à la fois une vie affective. Donc c'était fort dommage parce que le mot était vraiment bien choisi. Donc peut-être si on parvient au moins à vous le faire entendre tout à l'heure, ça serait vraiment chouette. Quoi qu'il en soit, ce qu'on évoquait avec M. Pierre et avec Virginie quand on a construit ça, ce qui vient un petit peu limiter l'exercice de la vie affective, qui pour le coup est un droit pourtant, c'est tous ces éléments-là, donc le fait qu'il y ait surtout, selon les raisons se plaignent, un manque d'espace d'échange favorisant les rencontres, puisque quand on vit dans un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap, bien évidemment la majorité des sorties se font en groupe et ça limite un petit peu le fait de pouvoir rencontrer des gens au quotidien. Alors on est bien d'accord, hein, le commun des mortels rencontre aussi ces difficultés-là, mais c'est un peu majoré quand on doit sortir avec 5 autres personnes qui ont la même volonté de rencontrer l'âme sœur dans une soirée speed dating. Voilà, par exemple. Je passe un petit peu là-dessus parce qu'on est un peu en retard, je pense. On s'est appuyé aussi sur les éléments de documentation, en tout cas, qui sont à l'œuvre dans les établissements. Donc la charte des droits et des libertés, le contrat de séjour et le projet d'établissement, tous, comme vous pouvez le constater, mettent en avant le fait qu'il y ait un espace pour chacun, que les gens ont droit à une vie privée. Simplement, la question qui se pose à chaque fois, c'est comment on exerce ce droit particulier, le fait d'avoir accès à une vie privée quand on est dans un espace collectif avec des moyens collectifs. Ce qu'on évoquait dans le règlement de fonctionnement de l'établissement, pareil, voilà, c'est que clairement l'aspect de la vie sexuelle est bien manifeste en tout cas,
donne que chacun a ses droits fondamentaux là, mais ne nous explique pas dans quelle mesure tout ça, ça peut s'exercer. Bien entendu, comme va le développer plus Virginie tout à l'heure, chaque usager est un justiciable, comme tu le dis, comme tout le monde, il a des droits et des devoirs. Les usagers ne sont pas exempts de cette vérité-là. On s'est appuyé aussi sur le fait de dire que finalement ces droits fondamentaux-là, et en préparant tout à l'heure, on se disait que c'était fort dommage de devoir les rappeler dans cette instance, de pouvoir redire que, en effet, ce sont des droits fondamentaux d'être comme tous les autres citoyens, mais de rappeler que les personnes en situation de handicap le sont aussi, qu'elles ont ce droit à la vie, à la liberté, à la sûreté et la liberté d'opinion, quand bien même ce ne soit pas celle partagée par les professionnels. Je voulais faire un petit détour sur les droits et les besoins, parce qu'en fait, on fait le parallèle dans cet atelier-là sur l'aspect purement législatif aussi, mais que le droit n'est pas forcément toujours en adéquation avec les besoins, et en tout cas, on n'a pas forcément toujours les moyens. Si on avance un petit peu là, c'est que ce besoin-là d'amour, d'affectivité, de sexualité, c'est quelque chose qui apparaît soit dans la pyramide de Maslow ou dans les besoins fondamentaux de Virginie Anderson. Le premier, j'ai peur. Ça fait à nouveau lien avec ce qu'on évoquait ce matin, où finalement ces besoins fondamentaux. Donc Virginie Anderson, pour la petite histoire, de ceux qui ne connaissent pas, c'était une infirmière qui a fait ses œuvres, qui a fait ses classes aux États-Unis. Et elle avançait qu'il y avait des besoins fondamentaux pour chaque personne. Je me suis juste amusée à essayer de classifier un petit peu les besoins qui sont en lien avec le corps et ceux qui sont en lien avec, on va dire, plus l'esprit. On se rend compte que c'est assez équivalent quand même finalement, que les gens, en général, n'ont pas que des besoins que l'on considère comme primaires, souvent, qui sont en lien nécessairement avec la corporalité. Voilà. Ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, c'est que la notion de ce que veulent en général les résidents, et c'est ce qu'on a échangé aussi ensemble pour préparer ce projet aujourd'hui, c'est que ils veulent toujours avoir une vie comme tout le monde, une vie normale, en ce à quoi bien sûr les usagers qui sont accueillis dans l'établissement où on travaille ont vécu cette vie-là avant leur accident et du coup souhaiteraient pouvoir restaurer en tout cas leur mode de vie précédent. Et la phrase type, c'est je veux être aimé, je veux aimer être aimé. Un petit passage aussi pour dire que finalement, la demande qui est fréquemment faite aux professionnels, enfin qui est en tout cas manifestée aux professionnels, elle s'ancre dans un premier temps plus sur les besoins d'ordre sexuel, plus que des besoins d'ordre affectif. Dans un premier temps, les résidents manifestent leurs besoins, leurs demandes d'ordre sexuel, ce qui a tendance à bien questionner les professionnels et à avoir comme recours le fait qu'ils s'ancrent sur le cadre légal pour pouvoir répondre à cette question. Et en seconde intention, la demande latente vient sur le désir affectif. Et finalement, c'est cette question-là qui a l'air de générer une plus grande pudeur de la part des résidents et des professionnels, puisqu'elle arrive en seconde intention. Et elle vient interroger à la fois la pratique du professionnel et générer un sentiment d'impuissance. Le terme est choisi avec ça, bien sûr. Puisque finalement de répondre sur l'aspect de la sexualité, de dire que c'est compliqué de pouvoir accompagner quelqu'un, voire nous prostituer dans le cadre de notre profession. Donc là, il y a une réponse qui est réalisée assez promptement, on va dire. En revanche, le fait de tout simplement recevoir le témoignage de quelqu'un qui souhaite, qui désire, qui a un besoin sur le plan affectif, alors pas forcément que amoureux, mais affectif aussi dans le fait, on va le voir par la suite, ça fait la transition, de pouvoir avoir lien avec ses enfants. Pardon. Je ne fais pas.
monsieur qui n'a pas vu son fils depuis des années. Et il est intitulé... Non, je sais pas, j'ai pas l'habitude. Là, ça va. Donc, le jeu de mots en quête de fils prend tout son sens parce qu'il s'agit là d'une vraie enquête. Monsieur M, en fait, n'a pas vu son fils depuis des années. Il ne sait pas, il pouvait imaginer que son fils vivait dans un département, mais bon, voilà, il y a toute une histoire qui est toujours en cours et dont son témoignage va venir, de soit optimal. C'est là qu'on a besoin de questions. Oui, mais Je reviens juste que on en apprend tous les jours. Même problème que pour le slam. Alors là, le témoignage se suffisait à lui-même. Tout ce qui va suivre, en fait, bon, c'est juste une traduction de ce que M voulait nous dire. Donc, dans cette notion de parcours, on aurait pu penser du coup, parce que M. M, en fait, pareil, ne savait pas qu'il avait des droits au regard de sa parentalité. Il pensait avoir tout perdu en même temps qu'une partie de lui-même dans l'accident de vie. Et il lui a fallu du temps, facilement 1 an, pour avoir ses repères et reprendre confiance en lui dans certaines démarches. Ces démarches-là ont été étayées par l'équipe pluridisciplinaire. Et donc, dans la notion de parcours, il a fallu réaffirmer les droits de ce monsieur. Comme on disait tout à l'heure, le côté justiciable, comme tout à chacun, et qui a voulu réaffirmer tout ça. De la même façon que précédemment, on a pu tirer quelques extraits du règlement de fonctionnement de notre établissement, avec des choses toutes simples. Vous bénéficiez, sauf décision de justice, des mêmes droits et des mêmes libertés pour exercer ces droits que n'importe quel adulte. Et donc, en fait, je voulais juste dire que ces droits qui sont inscrits au sein du règlement de fonctionnement sont une suite logique à ce qui existe déjà. Depuis 1803, en fait, comme tout Français, jouera ses droits civiques. Donc, on a une continuité sur le plan légal et qui nous sert aussi de tremplin sur le plan, on va dire, humain. Donc, dans l'histoire de M. Mornier, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu tout un travail de fourmi pour ne serait-ce que savoir s'il y avait un jugement qui permettait ou pas de rencontrer le fils dans des espaces médiatisés, de l'héberger. Il n'y avait rien du tout, on ne savait rien. Donc ce travail-là, en fait, a permis aussi d'enclencher d'autres recherches non officielles par le biais de Facebook, par le biais de la famille qui aurait pu conserver un lien avec ce fils. Et donc tout s'est articulé avec un travail assez impressionnant d'institution qui du coup est devenue médiatrice entre les différents partis. Et ça a pu assurer donc une continuité positive de travail parce que M. M en fait s'est senti vraiment soutenu dans sa démarche. Et ça a pu le conforter dans son optimisme et la persévérance de son enquête. Et donc, tous les outils facilitateurs pourraient donner suite. L'affaire est une fois encore parce que les choses avancent pour ce monsieur. Et on se pose du coup des questions qui pourront peut-être venir dans quelques semaines, quelques mois sur comment on peut imaginer la suite lorsque monsieur M et son fils se retrouvent, s'ils se retrouvent. Est-ce que l'établissement pourra être un lieu d'accueil régulier afin d'assurer les rencontres père-fils? On ne sait pas. Donc c'est tout le travail aussi
de l'équipe pluridisciplinaire qui vraiment qui là prend tout son sens en fait pour le bien-être de la personne. Et donc, comme je vous disais, les choses avancent pour ce monsieur avec la mobilisation du réseau des partenaires, c'est-à-dire l'académie, l'inspection académique pour retrouver l'adresse de l'enfant. Enfin voilà, il y a tout un déploiement qui est expliqué par Monsieur M. Mais bon, là pour la suite. Donc le prochain témoignage en fait met en avant là pour le coup un accompagnement abouti dans la reconquête de l'exercice de la parentalité. Et je vous présente Monsieur Pierre.
je suis masturbé. Donc pour conclure, il s'aperçoit que la loi aux établissements sociaux permet d'avoir des leviers et aussi peut être source d'obstacles. Comme vous pouvez le lire, l'établissement médico-social propose un plateau technique grâce à une équipe pluridisciplinaire et permet de créer des espaces en son sein ou à l'extérieur, justement en fonction des besoins de la personne. En termes d'obstacles, on voit que l'institution aussi peut protéger ou surprotéger l'usager et ne lui permet pas forcément de transgresser la loi et de réaliser donc ses propres choix. Voilà, le libre arbitre est difficilement possible en fait. Hein? C'est pas possible. Et puis c'est surtout là où on voudrait insister nous aujourd'hui, c'est justement est-ce que c'est à l'institution au final de limiter le pouvoir d'agir de la personne. Je dis de la personne parce que l'usager, voilà, ce sera plutôt une conclusion, on a réussi à trouver cette petite acrostiche, que c'est une personne, un sujet avant tout, l'usager, et je vais positionner certaines choses. Pour la voix de M, il ne va pas tarder du coup à arriver. Merci. Je ne sais pas si vous voulez intervenir sur ce témoignage ou si on écoute le deuxième témoignage. Les films vont pouvoir passer. On va pouvoir passer les films d'abord, avec un peu de chance. Peut-être l'intermède pour vous faire état de trois réflexions qui viennent très rapides, le temps que les techniques se cadrent. C'est dommage qu'on n'ait pas pu, que l'informatique n'ait pas été à la hauteur de ce qu'on vient de voir. Donc d'abord trois réflexions sur le témoignage de M. Pierre. Alors, formidable moment, il m'a fallu un slide pour comprendre ce qu'il disait, sans devoir lire. Et ça illustre la réalité, la beauté de ce qu'a été une réflexion du comité d'éthique qui a eu à travailler sur l'exercice des droits fondamentaux, des droits individuels dans les établissements médico-sociaux. Et parmi les dangers qui guettent l'exercice de ces droits, qui sont proclamés partout, il y en a plusieurs, notamment celui de l'interposition. C'est-à-dire que pour l'exercice des droits des personnes, on se met à leur place et on a la volonté de parler à leur place, de témoigner à leur place, de dire à leur place. Et le comité d'éthique d'ADF Résidence a fait de l'interposition, si vous lisez le deuxième opuscule qui a été rédigé, a fait de l'interposition de personnes un des risques majeurs d'atteinte à l'exercice des droits, de la personne en établissement médico-social. Et là, vous avez eu un témoignage en direct, magnifique, parce que, encore une fois, nous avons tous compris ce monsieur au bout de 3 phrases, parce qu'il articulait parfaitement le nom de ses enfants. On arrivait à comprendre ce qu'il racontait. Et ce qui est beau, c'est que dans ce témoignage, vous avez l'illustration, je ne sais pas si ça a été voulu,
mais en tout cas l'illustration de ce que sans interposition de personne, c'est-à-dire que sans que les aidants, accompagnants, soignants se fassent le porte-parole de la personne, le témoignage brut, dans des conditions techniques encore une fois royalement difficiles, et beaucoup plus prégnant, beaucoup plus fort que ce qu'aurait été, malgré votre talent bien évidemment, une intermédiation, une interposition avec une vidéo ou un film. Donc je crois que pour le coup, Monsieur le Président, le comité d'éthique était dans le vrai, c'est-à-dire que pour l'exercice effectif des droits individuels dans les établissements médico-sociaux, il vaut mieux se prévenir de l'interposition de personnes, de médiums, et préférer le témoignage brut, quelle qu'en soit la difficulté ou quelle qu'en soit la particularité. C'est ce que je voulais vous faire partager, c'est ce que, bien évidemment, on a tous été saisis par l'émotion, mais au-delà de ça, je crois qu'on a touché du doigt le fait que l'interposition de personnes, qui est le réflexe naturel lorsqu'une personne a du mal à s'exprimer, est peut-être fort dommageable, et que la liberté d'expression et d'opinion, qui est la vôtre, ne s'exprime jamais mieux que lorsqu'elle est exprimée directement, sans qu'on ait recours à une vidéo ou à une tierce personne. Donc bravo et vraiment merci de tout ça. Je propose qu'on continue sur la deuxième présentation et on réunira toutes les questions à la fin, si ça vous convient, à moins qu'il y ait quelque chose d'urgent. Donc la deuxième présentation provient de la maison de la vallée des Fleurs à Stein. Donc, c'est à vous. Bonjour à tous, merci d'être présents à cet atelier. On prend la suite de nos collègues pour continuer sur cette question quelle est l'importance confrontée au règlement et à la législation. On va vous proposer donc deux situations vécues avec des résidents donc à la maison de la vallée des Fleurs. Donc moi je me présente, je suis Madame Parnasse, directrice de cet établissement, la maison de la vallée des Fleurs, située dans le 93, donc dans la ville de Stein. Et je suis accompagnée par la coordinatrice de vie sociale de cet établissement, Madame Paris Myriel, ici présente. Pour vous toucher deux mots sur l'EHPAD, donc c'est un EHPAD. C'est intéressant parce que nos deux situations, c'est ce qu'on disait, se complètent aussi, puisque là on est sur la personne âgée. C'est un établissement qui est ouvert depuis 2009 et qui comporte une capacité de 84 chambres, donc résidents dans l'établissement. Donc, nous avons exactement 51 résidents en EHPAD classique, si je puis dire, et en unité dédiée avec des maladies d'Alzheimer par exemple, un nombre de 27 résidents. Je vais laisser donc Myriel prendre la parole pour vous présenter la première situation, qui est la situation d'un résident qu'on appelle Monsieur B. Et je vais mettre la parole. Alors, bonjour à tous. Donc, c'est Myriel Paris, coordinatrice à la maison de la vallée des Fleurs. Donc, la situation 1, il s'agit d'un monsieur P qui est un homme de 70 ans, en fauteuil, mais autonome dans ses déplacements. Résident marginal ancien, c'est-à-dire qu'il est marginal depuis toujours, même avant d'être rentré à la maison de la vallée des Fleurs. Ancien SDF à la gare de Lyon, puis en foyer d'hébergement. Il gérait ses finances jusqu'à sa mise sous protection en 2018. Il déteste rendre des comptes. Alors c'est un monsieur qui au début ne voulait pas payer la maison de retraite, c'était vraiment ça. Et il a fallu le mettre sous tutelle. Voilà. Ça a été fait par une direction. Donc quand il est arrivé, il disait qu'il était en prison. Sa vie, ses comportements marginaux se poursuivent encore aujourd'hui en EHPAD. Drogue, mendicité font partie de son quotidien, à quelques centaines de mètres de l'établissement. Il est en bonne santé et ne tombe jamais malade. Il n'a pas de trouble de comportement associé à ses addictions. Il devient agressif que quand les professionnels sont intrusifs. Adaptation de la structure aux résidents. C'est-à-dire que là, c'était flagrant chez nous. On s'est adapté à monsieur B.
Ensuite, il refuse qu'on fasse le ménage dans sa chambre, de prendre sa douche tous les jours. Il souhaite que son ménage soit fait ou sa douche quand il décide et à quel moment le personnel l'aidera. Et il est ferme en fait sur ça. Donc le personnel a modifié son planning avec M. B. Donc c'est des, entre guillemets, des réservations de nettoyage de chambre. Ça ne se passe pas quand on veut. Voilà. Si je puis rajouter un petit peu quelques petites choses par rapport à cette situation, c'est vrai qu'effectivement, comme Miguel le disait à juste titre, c'est un résident où là on a vraiment la structure qui s'est complètement adaptée à ce monsieur. On a observé un monsieur qui se droguait, des substances illicites, effectivement. Donc j'ai eu l'occasion de le recevoir à ce sujet. On a dû le rencontrer donc, avec le médecin qui était en plus un médecin addictologue. Nous avons fait le choix de ne pas prévenir la loi par rapport à ses consommations, mais nous l'avons averti effectivement des risques qu'il pouvait encourir par rapport à sa consommation de drogue. On lui a effectivement fait comprendre qu'on ne pouvait pas accepter qu'il se drogue au sein de l'établissement, qu'il se mettait vraiment en difficulté avec la loi dans ce cas de figure et qu'on était prêt effectivement à l'aider pour essayer de contrôler ses consommations, etc. Donc c'est quelque chose qui a été fait puisqu'il a été aidé par le médecin coordonnateur de l'établissement qui en plus avait une spécialité d'addictologue. Aujourd'hui, comme le disait Myriam, c'est un monsieur qui est vraiment à son rythme dans l'établissement. Il ne veut pas du tout intégrer le rythme finalement de l'établissement. C'est quelqu'un qui ne souhaite pas participer aux différentes actions qu'on peut mener, animations ou autres. C'est vraiment quelqu'un qui souhaite continuer sa vie comme à l'extérieur. Donc il fait encore la Manche par exemple. Nous sommes donc en pleine ville, il y a un centre commercial de nombre d'établissements, donc on fait la Manche régulièrement devant ce centre commercial. Par exemple, on est amené, le personnel moi-même, à le croiser de temps en temps en train de faire la Manche. Et donc, c'est un monsieur qui est assez connu effectivement dans la ville, et notamment dans ce centre commercial. Ils savent que c'est un monsieur qui habite les Balles. Donc en général, il sort le matin, et puis il fait sa petite vie, et puis il rentre effectivement le soir. On avait eu l'occasion également de découvrir qu'il avait amené, on dirait si je me trompe, mais des prostituées dans l'établissement. Effectivement, des copines, comme il dit. Donc on lui a expliqué qu'effectivement, il avait le droit effectivement, de ramener des copines dans l'établissement. Il ramenait aussi des amis. Donc on a eu l'occasion de trouver des personnes qui sont allées plus dehors, qui dormaient par exemple dans les couloirs de l'établissement ou des choses comme ça. Donc on a dû quand même le recadrer par rapport à ça en lui expliquant qu'il avait le droit de ramener des amis dans sa chambre et qu'on était aussi dans du collectif et qu'on ne pouvait pas non plus tout se permettre. Donc on était vraiment dans cette difficulté-là et je crois qu'avec ce monsieur on connaît vraiment au sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui il ne consomme plus de substances dans l'établissement. Il continue ses consommations un peu moins régulièrement, mais à l'extérieur, avec ses amis. Et donc il rentre dormir dans l'établissement uniquement. Ce qui est intéressant avec M. B, c'est qu'il a accepté de parler de lui, en fait, tranquillement. Donc on est dans sa chambre, je lui ai posé la question, et vraiment il voulait qu'on parle de lui. C'était pour lui très important qu'on parle de lui, de sa vie, de ma liberté, quoi. Et pour lui, personne ne le fera changer. C'était ses mots. Le titre nous vient d'ailleurs Ma liberté à tout prix de lui, parce qu'on nous l'a dit très textuellement, et qu'effectivement, le fait qu'il soit en EHPAD, étant donné que ce n'était pas forcément son souhait au départ, il souhaite garder sa liberté effectivement à tout prix et continuer à faire ce qu'il faisait avant. Voilà. La seconde situation que je vais aborder, c'est avec un résident qui est arrivé plus récemment dans l'établissement, Monsieur C. Là, c'est une situation un peu complexe aussi, qui est, comme je vous disais, assez récente, puisque c'est un monsieur qui, malgré son entrée récente dans l'établissement, est un personnage, on va dire, un peu connu de l'établissement, puisque sur notre établissement, il hébergeait son épouse depuis 8 ans, à peu près, en unité dédiée. Donc, c'était un monsieur qu'on voyait tout à fait régulièrement, puisqu'il venait visiter son épouse régulièrement dans l'établissement, donc très connu du personnel, etc., avec qui nous avions déjà quelques difficultés en termes de limites, puisque c'était un monsieur qui effectivement venait donc, tous les soirs et qui, malgré les régimes, venait à son épouse pour manger, etc., s'obstinait à lui donner complètement autre chose. Donc nous avons dû déjà à plusieurs reprises de recadrer un peu les choses, et là pareil, il nous répondait à juste titre qu'il faisait ce qu'il voulait avec son épouse. Et donc ce monsieur est rentré à son tour dans l'établissement pour accompagner la fin de vie de son épouse qui est décédée récemment. Et donc c'est un monsieur qui ne voulait pas du tout rentrer en EHPAD, qui, comme le monsieur précédent,
l'EHPAD s'apparente à une prison pour lui. C'est un monsieur qui est assez libre, qui conduisait encore son véhicule, etc. Et qui est rentré dans l'EHPAD également après avoir eu un problème, avoir chuté, et donc ne plus pouvoir rester chez lui. Donc il a pris la décision d'accompagner son épouse. Donc il est rentré, lui, dans le secteur, on va dire, des l'EHPAD classique de l'établissement. Donc il a continué à accompagner son épouse. Et donc effectivement, c'est un monsieur chez qui nous avons trouvé dernièrement une arme à feu sous son matelas. Et donc effectivement, nous avons été alertés par les professionnels soignants et nous avons fait quelque chose qui n'est pas bien, je pense. Mais nous avons été regardés dans sa chambre parce qu'effectivement, quand il déjeunait, donc il a été effectivement par la suite, il a manifesté son mécontentement qu'on ait pu aller dans sa chambre et fouiller, puisque c'est ce que nous avons fait. Mais les professionnels soignants avaient, notamment la nuit, assez peur que quelque chose se passe parce qu'ils étaient effectivement persuadés d'avoir vu cette arme. Donc nous avons confirmé ça parce que nous avons retrouvé une arme, une vraie, sous son matelas. Donc nous avons dû appeler la police pour faire une réquisition de l'arme. J'ai rencontré également à ce sujet-là en me disant que nous avions trouvé cette arme dans sa chambre, et ce qu'il m'a répondu, ce monsieur, c'est que cette arme était une arme familiale et que, comme un tableau, il avait décidé de venir l'emmener avec lui à l'EHPAD et qu'on n'avait pas le droit de lui récupérer. Donc il nous a un petit peu cloué, on dit ça parce qu'il avait été mandat. Et en fait, quand on a été dans sa chambre à son insu, et qu'il a su qu'on était passé dans sa chambre, il nous a traité de rigolo. En fait. Il disait que vous croyez que vous mourrez, mais vous ne mourrez pas. Parce que je fais ce que je veux. Donc, comme disait Mme Parada, c'est un monsieur qui a 86 ans quand même, mais qui prend son Uber, qui fait sa vie, quoi, en fait, qui va, qui vient, qui rentre quand il veut, il va chez lui. Donc, il sort de chez lui pour aller chez lui. Voilà. Et il ne veut que personne ne lui dise quoi que ce soit. Donc, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, en fait. Voilà. Effectivement, on lui a encore expliqué le cadre de la loi par rapport au fait que c'est un monsieur qui n'avait pas de permis de port d'armes. Ce sont des choses que nous avons vérifiées. Donc, du coup, nous, par la suite, avec les instances policières, donc il était très surpris de venir sur un EHPAD pour récupérer une arme que je précise était chargée. Et donc, effectivement, ils ont donc récupéré l'arme, et ce monsieur est convoqué avec moi auprès des services de police la semaine prochaine, d'ailleurs, pour s'expliquer de cette situation. Donc ils ont tout à fait compris que c'était effectivement une arme qui était une arme très très ancienne et qui appartenait à sa famille. On lui a expliqué qu'il ne pouvait pas la récupérer, qu'il pouvait faire une demande, c'est ce que les policiers lui ont expliqué, mais qu'il ne pouvait pas détenir l'arme. C'était illégal de détenir une arme au sein de l'établissement et de détenir une arme tout court, puisque de toute façon il n'avait pas de permis. Donc c'est quelque chose qu'il a eu beaucoup de mal à comprendre. Il pense qu'on lui en veut un petit peu ce monsieur d'avoir pris cette affaire. Et effectivement, donc on en est là aujourd'hui. Il a compris, bien sûr, qu'il n'avait pas le droit de posséder cette arme-là, mais il a fallu qu'on lui explique pendant assez longtemps pour qu'il puisse au moins entendre que ce n'était pas possible. Mais effectivement, il a toujours cette arme depuis une cinquantaine d'années, donc il ne comprenait pas qu'on l'ait prise et que du coup on ne veut plus lui rendre son truc. Donc c'est vrai que ces deux situations qu'on a choisies, c'était des situations qui nous collaient vraiment au sujet de la limite, la législation dont on est base et comment on pouvait la faire respecter. Donc un certain nombre de questionnements sont venus par la suite, du coup, parce que ça nous a aussi, nous, en tant que professionnels, bouleversés sur la manière dont on pouvait accompagner les choses et accompagner les résidents qui pouvaient se trouver dans ce cas de figure. Donc c'est vrai que la question de la liberté en EHPAD, c'est une question très délicate au final, puisqu'on joue aussi avec les libertés individuelles et le collectif. Beaucoup de résidents nous ont dit leur ressenti. J'étais libre avant l'EHPAD, donc je reste libre dans l'EHPAD de mes actes, effectivement. Donc c'est une grande question qui nous revient, assez souvent de la part de nos résidents. Donc quels sont nos sécurités, comment on peut distinguer nos libertés, comment on peut distinguer nos représentations, nous professionnels, de ce mot liberté et de celle des résidents. Donc c'est des questions qu'on se pose qui sont quand même assez larges et nous on essaie de trouver des réponses au cas par cas en fonction des situations. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Myriam. En fait, comment conjuguer individuel et collectif. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup.
pouvez venir à la table. Il me semble que ces deux présentations sont extrêmement intéressantes et intenses. Je suppose qu'il y a des questions. Quelqu'un a des questions à poser sur ce thème? Non? Personne pour l'instant? Juste peut-être ce que l'on peut rajouter, c'est que finalement, quel que soit l'établissement dans lequel on exerce, on se rend bien compte que quand les usagers intègrent un dispositif d'ordre collectif, ils sont un peu dépossédés, comme il était évoqué ce matin lors des interventions des précédents conférenciers, et qu'au fur et à mesure, et avec l'égayage d'une équipe peut-être pluridisciplinaire, c'est peut-être à partir du moment où ils deviennent citoyens qu'ils recouvrent un petit peu la notion de sujet finalement. Donc ils passent d'usager à citoyen et peut-être à sujet par la suite, une fois qu'ils prennent ce pouvoir d'agir. Oui, donc en fait, moi j'ai une question. Je travaille également en EHPAD. On a également un résident qui sort mendier dans la rue, et donc nous, ça porte énormément de débat. Je voulais vous demander, vous en tant que directrice, quel risque vous avez réellement à laisser ce résident à l'extérieur mendier et potentiellement s'exposer à d'autres personnes qui mendient et qui... Voilà. Alors, je crois que j'en ai aucun risque, je crois, de ne pas me tromper en faisant ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est un résident qui a le droit de sortir. Donc, il n'a pas de contre-indication médicale effectivement pour sortir. Sa tutelle, c'est un monsieur qui a une mesure de protection tutélaire. Donc, effectivement, sa tutelle, on s'est mis d'accord avec eux pour l'autoriser à sortir. Il a même un badge d'entrée et de sortie. Donc, c'est devenu, il fait vraiment comme il veut, ce monsieur. Et pour moi, ça relève vraiment de sa liberté individuelle de faire la manche s'il le souhaite. Donc, on le laisse tout à fait le faire sans problème. Oui, sauf peut-être. Je voulais juste rajouter. En fait, pour aller dans la proximité de Mme Parnasse, en fait, ce monsieur, il est là quand même depuis 6 ou 7 ans. Et avant qu'on laisse Mme Parnasse comme directrice, en fait, il faisait déjà la manche. Et on n'avait pas encore de réponse vraiment. C'est-à-dire que quand il partait faire la manche, il était tard dans la rue, on avait tendance à aller le chercher. C'est-à-dire que quand on savait que l'établissement était fermé, par exemple vers 19h qu'il devait manger, on s'inquiétait. On se disait, mais il n'est pas là à 19h, qu'est-ce qui se passe? Et on se mettait à aller le chercher en fait, et on savait à peu près où il était. Donc c'était un comportement qu'on avait avant qu'on ne comprenne que finalement ce monsieur il avait le droit d'aller venir comme il voulait. Donc il y a eu quand même une progression, une évolution de nos comportements. En réflexion bien sûr, c'est-à-dire avec lui et avec l'équipe, on s'est dit pourquoi ne pas le laisser sortir, pourquoi à la limite aller le chercher dans la rue alors que finalement il est libre. Effectivement, si je peux rajouter, on s'est rendu compte que c'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas forcément de cadre par rapport à cette situation. Et il n'avait pas, par exemple, de badge d'entrée et de sortie qui lui permettait de rentrer quand il souhaitait ou sortir quand il souhaitait de l'établissement. On a décidé, donc en équipe, de lui attribuer ce badge-là pour qu'il puisse être encore plus libre, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait aussi le fait de l'empêcher, ça développait aussi une certaine forme d'agressivité de sa part envers les professionnels, envers l'institution, etc. Et que son envie de sortir était encore plus importante au final. Et donc effectivement, quand on a décidé donc, en équipe de lui donner l'accès avec le badge d'entrée et de sortie, on s'est finalement aperçu qu'il ne restait pas si longtemps que ça dehors au final, et qu'il rentrait quand même à des heures assez régulières, plutôt tôt, etc. Donc finalement, ça nous a permis aussi de contrôler ses allées-venues à ce monsieur et de contrôler, de s'assurer effectivement qu'il lui arrivait rien. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très connu, donc dès qu'il n'est pas là, finalement, on s'interroge à savoir où il est, et effectivement, il rentre finalement pas à l'heure aussi tard. Et puis, il a changé aussi son comportement dans le sens qu'il appelle quand il rentrera pas. Et puis, nous, au niveau de l'équipe, on lui laisse son repas. En fait, les choses se sont mises en place pour que le résident se sente libre. Mais sur le plan juridique, peut-être au-delà du cas, et vous dire où se niche, à mon avis, le réflexe éthique ou la culture éthique. Il n'y a pas d'interdit de principe d'aller et venir pour un résident dans un EHPAD. C'est le principe inverse. Là encore, un des risques majeurs d'atteinte à l'exercice de droits fondamentaux, et Dieu sait si la liberté d'aller et venir
Et le droit fondamental par excellence, celui sans lequel tous les autres droits fondamentaux n'existent pas, le risque principal, c'est l'interdiction. Donc bien avoir à l'esprit qu'il n'y a pas, s'agissant de la liberté d'aller et venir, l'interdiction. Il y a 3 limites et 3 fondements qui permettent aux directeurs d'établissement ou aux gestionnaires de revenir, de limiter soit l'exercice, soit l'existence même de cette liberté d'aller et venir. La première, on l'a rappelé très bien, c'est la prescription médicale. Il va de soi que ce qu'on peut exiger du directeur d'établissement, c'est qu'on respecte au sein de l'établissement des prescriptions médicales particulières. La deuxième, c'est pour les mesures protégées, c'est la question de la tutelle, l'autorisation de la tutelle. Si bien évidemment la tutelle, quelle qu'elle soit, décide pour une raison qui lui appartient que la personne n'a pas à sortir, ce sera extrêmement difficile de le faire parce que là l'établissement assumera un risque qu'il n'a pas assumé. Et le troisième fondement, c'est là où se niche la frontière entre ce qui peut être admis ou pas, c'est la désorganisation de l'établissement. Le fait qu'un comportement individuel porte atteinte au bon fonctionnement du collectif. C'est pas rien. Et c'est là que la rigidité peut exister, c'est-à-dire qu'un directeur d'établissement peut décider, parce que c'est la facilité, c'est la zone de confort, de dire je suis désolé, ce type de comportement porte par principe atteinte au bon fonctionnement de l'établissement. Et puis, on a la logique qui a prévalu à Stein, après discussion, qui est de dire c'est plus compliqué que ça. Et on doit pouvoir trouver le moyen de faire que ce monsieur fasse ce qu'il veut et que le bon fonctionnement de l'établissement, le reste, les autres résidents, ne soit pas mis en danger, exposé ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est très évolutif dans leur témoignage. Vous avez vu que selon le comportement de la personne, on s'aperçoit qu'à partir de certains comportements, et ça n'est pas une sanction, les restrictions à sa liberté d'aller et venir ne sont pas une sanction, sinon c'est complètement illégal. On ne peut pas sanctionner un résident en lui disant tu restes dans ta chambre. On a tous fait ça quand on était parents, mais à l'égard d'un résident, c'est juste pas possible. Donc c'est pas une sanction, ça a été de dire tel comportement individuel porte atteinte au bon fonctionnement de l'établissement, donc on retire la carte et on donne des horaires pour rentrer et sortir. A l'inverse, quand le comportement n'était pas de nature à porter atteinte au fonctionnement de l'institution, l'institution a laissé un principe libéral, non pas libertaire, mais libéral, qui est que toute personne a le droit d'aller et venir. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper du principe. Le principe, c'est la liberté. Et puis il y a quand même 3 fondements à l'intervention qui sont source de risque ou source d'inégalité. C'est la même chose. Si on décide quelque chose qui est complètement illégal, c'est pas. Et là, on voit bien toute l'agilité d'une institution et qui a su ne pas surinterpréter l'existence d'un risque et en même temps fixer des limites. C'est comme dans l'éthique, c'est comme dans les tonton flingueurs. Il ne suffit pas de connaître les limites de la légalité, il faut s'intéresser au coefficient d'élasticité de la dite limite. Donc c'est toute cette agilité-là, mais on voit bien que sans vous le dire, les choses sont claires dans les esprits. Ici, la liberté d'aller et venir, sauf 3 choses, la prescription médicale, la tutelle et l'atteinte au fonctionnement de l'institution, parce qu'il faut toujours concilier l'individuel et le collectif. Ce que je disais ce matin, le chez moi dans un EHPAD, c'est aussi le chez les autres. Et c'est toute la difficulté. Madame de Grange, directrice de Gennevilliers, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et c'est vrai que dans tous nos établissements, il y a des gens qui viennent, qui sortent, qui reviennent quand ils veulent, etc. Il y a quand même un paramètre important à tenir compte que moi j'ai connu en arrivant à Gennevilliers, c'est la peur, l'appréhension des salariés. Moi j'ai une dame qui sort quasiment toutes les nuits. Et on me dit, mais on ne peut pas lui donner une limite, alors que toute
savez, il a fait ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a la législation, bien sûr. Il y a cette crainte qu'on dise mais vous n'avez pas géré la sécurité de vos résidents, mais il y a aussi cette crainte personnelle de dire mais je ne me suis pas bien occupé, je n'ai pas fait attention à l'autre. Et il y a vraiment une appréhension d'un grand nombre de personnels de laisser sortir le résident, de peur qu'il lui arrive quelque chose, alors qu'il se fasse attaquer, qu'il se fasse renverser par une voiture. Et donc quelle est notre responsabilité en tant que salarié? Donc il y a vraiment un gros travail à faire. Même si le personnel est conscient qu'il y a ce droit de liberté d'aller et venir, n'empêche que eux, ils voient aussi leur responsabilité par rapport à ça et l'inquiétude qu'ils peuvent avoir si l'un de leurs résidents de l'EHPAD dans lequel ils travaillent pourrait avoir à l'extérieur un problème. Voilà. Non mais je suis tout à fait d'accord. C'est pour cela que ce matin, j'ai tenu à souligner que la démarche qui était la nôtre était une démarche anxiogène et pouvait être anxiogène. Alors ça c'est la première observation. La deuxième, c'est que, encore une fois, il n'est pas difficile d'énoncer des critères. La vraie difficulté, c'est de tracer des frontières. C'est simple, on est d'accord. On dit liberté, etc. Et puis ensuite, il y a des situations où, bien évidemment, celle-ci doit être limitée ou pas. Alors, pour prendre un des exemples qui vous a été donné, l'arme sous le lit d'un résident dans un EHPAD. Alors bon, on est en Seine-Saint-Denis, en 93, on trouve des armes aux écoles, etc. Ça, je pense que les filles n'ont pas dû être trop effrayées non plus. Je veux dire, c'est qu'on a vu le truc. Bon, alors on voit bien la gêne, parce que l'arme qui est le souvenir de famille, c'est un peu comme le compte en Suisse, si vous voulez, c'est que on l'a, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Je pense que la solution, elle est très simple pour avoir des critères et se fixer la frontière. C'est qu'il n'y a pas plus de liberté à l'intérieur d'un EHPAD qu'à l'extérieur. Et qu'il est clair que ce que faisait le monsieur en détenant une arme illégalement ne relève pas de la liberté. Ne relève pas de la liberté en société. Car encore une fois, la liberté consiste, dit la Déclaration des droits de l'homme, à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et qu'il ne faut pas se méprendre. Nous ne sommes pas en train d'avoir des îlots de libertarisme. Il ne faut pas confondre libéral et libertaire. Donc, c'est clair, ce qui l'exerçait en dehors de l'EHPAD n'était pas une liberté. Et autant peut-il y avoir, comme on a vu ce matin, un continuum de l'existence entre le dehors et le dedans, si vous me permettez, ce raccourci, autant s'agissant de la liberté qu'il faut protéger, puisque c'est toute l'ambition qui est la vôtre. Il ne faut pas avoir de conception, je dirais, naïve. Il n'y a pas plus de liberté au sein d'un EHPAD qu'à l'extérieur de l'EHPAD. Ça, je crois qu'il faut bien se le mettre à l'esprit, parce que ce cas-là est très facile à régler en expliquant au monsieur que détenir un port d'arme, ça n'est pas une liberté dans notre société. Enfin, détenir une arme sans port d'arme, détenir un port d'arme, excellent. Mais détenir une arme sans port d'arme, on n'est pas dans l'exercice d'une liberté. Ça n'a strictement rien à voir. Et c'est ça que l'apport, la leçon de cela. J'aimerais rajouter, madame la directrice de Genève. En fait, ce projet en fait, a été long, c'est-à-dire que c'est pas en une année qu'on a réussi à faire que M. B accepte, nous aussi, en fait, qu'on se comprenne, entre guillemets. C'est-à-dire que ça a été très long et donc l'appréhension que vos collègues ont pu avoir, nous on l'a eu aussi. De très grande peur, on était restrictifs, enfin on était gauche, entre guillemets. Donc c'est purement en réflexion commune qu'on a réussi, avec toute l'équipe, même l'équipe, les agents hôteliers, on était tous impliqués et on a trouvé, entre guillemets, une piste. Bon, elle n'est pas parfaite, je pense, mais une piste pour que ce monsieur se sente libre. C'est vrai que moi je vais rajouter quelque chose, c'est vrai que pour ce monsieur, pour les deux situations, on est aussi face à, je rejoins un peu, j'ai une certaine peur aussi des professionnels qui donc prennent en charge ces résidents,
tout domaine, hôtellerie, soins, etc. Et il faut aussi ne pas confondre la surprotection des résidents par rapport effectivement à leur liberté, et de ne pas entraver cette liberté individuelle en voulant les surprotéger. Je pense que ça passe aussi, à mon sens, beaucoup par la formation de nos professionnels, par justement des formations toujours rappelant ces limites-là, rappelant ce qu'est la liberté individuelle, puisque je pense qu'il y a aussi une certaine part de méconnaissance au final, puisque ce sont des choses qu'ils n'ont pas forcément évoquées ou travaillées dans leurs différentes formations, d'aides-soignants, auxiliaires, etc. Donc ce sont des méconnaissances, et je pense que notre rôle aussi, nous, en tant qu'encadrants, c'est aussi de les former dans ce sens-là, et de leur faire comprendre ce que c'est vraiment la liberté individuelle, c'est qu'on a le droit ou pas à faire auprès d'un résident, et que la surprotection, c'est justement une entrave à cette liberté. Donc, voilà. Si je peux me permettre, du coup, je rejoins tout à fait votre propos, et pour répondre un peu à madame aussi dans ce que j'entendais sur votre intervention, c'est outre l'aspect purement réglementaire de la crainte des professionnels de bénéficier d'une sanction suite à un laisser agir un peu trop libertaire. Peut-être que le questionnement il revient à qui est l'usager pour le professionnel en face. Je vous entends parler de nos résidents par exemple, et ça me témoigne peut-être du fait qu'à un moment, dans ces situations-là, d'être à la tête ou d'accompagner des personnes en situation de vulnérabilité, on s'accapare un petit peu l'autre, le sujet, qui ne devient plus un sujet peut-être à un moment, qui peut-être parfois justement dans ces situations où on choisit pour lui revêt peut-être parfois aussi la situation d'objet et plus de sujet, et que l'on choisit pour lui. Donc peut-être que l'intervention en effet d'une formation, en tout cas d'interroger l'ensemble de l'équipe sur l'autre en face est doté de capacités, de compétences qu'il peut exercer, de droits et de devoirs, bien évidemment. Vous permettez que je vous pose une question? Ces messieurs dont vous avez parlé n'ont pas été obligés d'entrer en EHPAD. Ils n'ont pas été forcés. Alors, la première situation, c'est que M. B, anciennement ADF, effectivement, a été placé dans l'EHPAD contre son volonté. Il a été forcé j'étais pas... Quelles ont été les procédures? Parce qu'il y a la suite de ma question. C'est quelqu'un qui vivait en foyer et finalement il a fini en EHPAD parce qu'il n'avait pas le choix. Le choix qu'il avait, c'était de rester dans la gare de Lyon. Donc il disait qu'il préférait être en EHPAD. Pourquoi? Parce qu'il pouvait manger et dormir correctement. Voilà. Et il n'a pas été conduit, notamment, je pense, sous le contrôle de M. Kless. Ils n'ont pas été obligés, on n'a pas forcé. Non, donc dans ces conditions, dans la mesure où j'ai bien compris qu'ils n'étaient pas confus, est-ce que vous avez eu un ou plusieurs entretiens avec ces messieurs à qui vous auriez pu dire, on prend soin de vous? Réponse, j'en ai rien à faire, et j'ai vu encore mes propos, j'ai bien compris, mais on pousse plus loin l'entretien. Et on a bien l'intention de le faire, vous savez, au sein de la DEF résidence, dans le cadre d'un programme d'écoute. Et écouter, c'est pas entendre comme on entend actuellement, on se tous d'accord, je n'insiste pas. C'est écouter, c'est bidirectionnel, c'est-à-dire ça a deux sens sur une direction. Est-ce que vous leur avez posé la question, nous prenons soin de vous, nous faisons tous pour ça, même si vous dites j'en ai rien à foutre. Voilà, je l'ai sorti. Mais vous, quel intérêt, quelle satisfaction, quel bénéfice éventuel vous tirez d'être dans notre établissement? En fait, concernant M. B, en fait, cette question lui a été posée plusieurs fois. Mais pour lui, le bienfait, c'était d'avoir un toit. Il en avait assez d'être dans la rue, de dormir dehors. Et en fait, il a été dans plusieurs foyers où il s'est fait, entre guillemets, jeter parce qu'il avait des comportements, il ne respectait pas le cadre. Et quand il est arrivé chez nous, bon gré mal gré en fait, là il s'est senti mieux entre guillemets parce qu'on l'écoutait et qu'on a accepté de mener un projet avec lui. On s'est arrêté quoi en fait. Et il disait que c'était la première fois qu'on s'était arrêté. Voilà, on s'est arrêté pour l'écouter et là ça a marché. Mais ça a pris du temps. C'est pas rien. Voilà, ça a pris du temps.
Donc c'est pas seulement des personnes qui autour de lui prennent soin, on en a parlé tout le long de la matinée. On veut le bien de vous, éventuellement malgré vous. Hein? On cite toujours des tas de phrases de Gandhi actuellement. Si tu veux faire le bien pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Donc nous sommes d'accord. Donc là, vous avez pris soin de dire, mais écoutez quand même, habitants, demeurant, étant hébergés chez nous, qu'est-ce que vous ressentez? Quand même, un toit, c'est pas rien pour un des deux et l'autre. C'est le seul avantage, effectivement, qu'il trouve, parce qu'effectivement, alors lui, il a un toit, ça il le dit, c'est ce qu'il a retrouvé, donc ça c'est une bonne satisfaction pour lui, effectivement. Et par contre, tout ce qui, c'est pour ça qu'on a travaillé avec lui au fur et à mesure, ce qui le dérangeait, c'était ensuite le cadre qui était mis autour, après les heures de repas, etc. Donc il voulait quand même rester un petit peu en marge de ça et faire comme il voulait, tout en ayant son toit pour dormir. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez, l'autre situation illustre encore mieux à mon sens, puisque c'est un monsieur qui a choisi effectivement le pamphlet et qui avait la particularité de me dire oui, mais je ne vais rester que 3 semaines. Et ça fait aujourd'hui près de 6 mois qu'il est là, puisque je renouvelle systématiquement avec lui tous les mois des avenants provisoires effectivement de ses contrats de séjour, puisqu'il remet en question tout le temps le fait de rester, puisque c'est encore quelqu'un qui a son domicile. Et il y a encore quelques jours, j'ai échangé avec lui. Et la question de rester de manière définitive se pose finalement de plus en plus, puisqu'il le dit lui-même, il se dit est-ce que c'est peut-être pas mieux que je reste là, finalement je suis pas mal, mais je garde quand même mon chez moi et j'y retourne quand même de temps en temps. Donc je sais que c'est quelqu'un qui va de toute façon rester dans notre établissement. Mais effectivement, ça a pris quelques mois pour se sentir à l'aise et trouver l'intérêt d'être sur notre établissement. Moi j'aurais une question quand même pour la maison de la Forêt des Champs. Est-ce que pour vos résidents, pardon, pour les résidents, excusez-moi, est-ce que pour les résidents ça change quelque chose dans leur relation aux autres résidents? Non. Y a-t-il d'autres questions? Question très rapide. Un peu pour la question, mais sur quelle base juridique est-ce qu'on a interdit et constitué de venir dans la structure? Vous parlez de quelle structure de nous? Oui. Parce que nous, on a ça pour c'est une question. Vous avez dit quoi? C'était une question pour moi? Alors on y va. Alors en fait, il n'y a jamais eu d'interdiction que ce monsieur ramène ses copines. On l'a découvert et voilà quoi. On a découvert qu'il avait ramené ses copines, voilà, et que c'était des prostituées. Mais il n'y a pas eu d'interdiction, il n'y a pas eu de loi, rien du tout. On lui a parlé en fait, parce qu'en fait c'était la nuit, et la nuit l'établissement est fermé, et qu'à l'époque il n'avait pas de badge. Donc c'était compliqué qu'on lui ouvre, que les soignants lui ouvrent la nuit. De savoir avec qui il rentre, au lieu d'être 1, ils sont 3, c'est différent. Mais après, il n'y a pas eu d'interdiction, pas du tout. Pour ma part, effectivement, parce que c'est arrivé avant mon arrivée sur l'établissement, je lui ai simplement fait un petit rappel en lui disant que la prostitution était quelque chose d'interdit. Non, c'est pas interdit. Pas du tout, c'est le deuxième de la prostitution. Donc la prostitution n'est pas illégale. En France, y compris depuis la loi de 2016, ce qui est illégal, c'est le proxénétisme, c'est l'ouverture d'une maison close, c'est un tas de délits accessoires, c'est le racolage sur la voie publique, c'est la sollicitation de tarifs sexuels, mais la prostitution en elle-même n'est pas illégale, pas du tout. Et en revanche, l'exemple nous a permis de montrer du doigt ce que nous avons dit ce matin, c'est-à-dire qu'une démarche humaniste, éthique, prenant en compte la volonté des résidents, et pas qu'une organisation collective ou une conception extérieure, abstraite de ce que doit être le comportement d'un homme, ou d'une femme d'ailleurs, eh bien, ce souci-là peut être source de risque. Car bien évidemment, quand court le directeur d'établissement, une institution, si jamais il accepte d'accueillir
des prostituées ou qu'un résident accueille une prostituée. Alors une copine, il faut bien compris, parce qu'il y en a un qui dit que c'est une copine, l'autre il dit que c'est clairement une prostituée, entre eux, mais qui, en connaissance de cause, j'ai tendance à dire, laisse faire, sans mettre le numéro de téléphone à disposition, etc. Le proxénétisme, par fourniture de moyens. Et c'est très classique. Nous avons un tas de choses. On a dans l'histoire judiciaire certains bailleurs sociaux, certains établissements, certaines résidences sociales relevant de ce qu'on appelle le logement accompagné. Dans le cas de simple fait de faire que des personnes entrent dans un établissement de cette nature en connaissance de cause du gestionnaire, a fait que celui-ci est mis en cause pour proxénétisme. Tout simplement parce que le proxénète est peut-être celui qui fournit les moyens, sans même tirer les bénéfices de l'activité. Nous, on a toujours l'image du proxénète un peu à l'ancienne qui prend 50% vers 7. Pas du tout. C'est pas que ça. Donc, c'est l'exemple, l'illustration, il n'y en a pas meilleur, de ce que cette démarche de prise en compte des comportements individuels, de la volonté humaine, et encore une fois, il ne s'agit pas de juger moralement et de dire que la prostitution c'est pas bien, parce que là, c'est pas à travers les EHPAD qu'on va changer le monde. Et prenez le monde tel qu'il est, avec trop de lois, avec trop de législation. Prenez-le comme ça. Et ensuite, la prostitution a toujours existé, elle existe sans doute. Les copines du monsieur, je ne connais pas le monsieur, je ne connais pas ses copines, enfin, il y en a sans doute certaines qui relèvent de cette activité. On touche du doigt le fait que la démarche qu'on a dit audacieuse peut être risquée. Bien évidemment, les choses, c'est d'inciter les gens. Mais il n'empêche l'incompréhension que cela peut susciter chez un juge, c'est une personne qui vient à l'extérieur en disant, bah oui, on savait, je veux dire, il sortait, il va fumer sa barrette de shit, et puis alors il peut une prostituée. Et bien ça, dans mon métier, ça ne se plaide pas. Aujourd'hui, ça ne se plaide pas. Même si, bien évidemment, c'est le bien. C'est le bien de la personne. Mais si je plaide ça, c'est la condamnation. Immédiate. Je ne sers à rien. Hein? Donc, c'est très intéressant. Mais retenons cela, si nous devons retenir qu'une chose aujourd'hui, c'est que la prostitution n'est pas illégale. Oui. Bonjour, c'est Marco, directeur des dans un groupe privé. Je voulais juste rebondir sur la dernière intervention de M. Kless. Dans l'air d'exemple, c'est quelque chose qui ne se plaide pas. Par contre, on peut quand même penser aussi au directeur et se protéger juridiquement. Concrètement, quels leviers, justement, sont possibles dans cette figure-là? On a le contrat de séjour, on a avec notamment les annexes liberté d'aller et venir, on a éventuellement une décharge de la part du justice ou d'un tuteur. Est-ce qu'il y a d'autres leviers, justement, pour se protéger, nous, directeurs, dans cette figure? Alors, encore une fois, le risque est une chose, la probabilité de sa réalisation en est une autre. Hein? Donc on peut toujours dire que... Sinon, j'ai tendance à dire que c'est là où il faut concilier liberté individuelle et organisation collective. Il ne s'agit pas d'interdire, il ne s'agit pas de faire la leçon au monsieur. Il ne s'agit même pas de rentrer, c'est l'exemple qui juste m'a un petit peu gêné dans le premier exemple, dans une logique de substitution entre la demande express et la demande latente. Le monsieur qui demande une relation sexuelle, en fait, c'est une relation affective. C'est peut-être vrai, mais je suis désolé, c'est pas vraiment la même chose. Et celui qui a un besoin de relation sexuelle, il n'y a pas de différence entre nous et les résidents, ne demande pas nécessairement une relation affective. Je crois que... voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette logique de substitution. Tu demandes ça, donc je te donne ça. En revanche, dès lors qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'aller et venir, ça peut toutefois être, tout à fait être connu, pratiqué, mais à l'extérieur. La question est de savoir si c'est un établissement
d'accueillir, de tolérer cela en connaissance de cause. Hein, c'est évident. Si on n'est pas au courant, on ne peut pas nous reprocher ce qu'on ne connaît pas. Mais si en connaissance de cause, on sait qu'il s'agit finalement de faciliter et de permettre l'activité de prostitution, on s'expose au proxénétisme, sauf à faire qu'on explique aux résidents que ce comportement-là ne peut pas être pratiqué dans la chambre de l'établissement. Hein? Donc il s'agit d'en appeler, encore une fois, à la liberté individuelle, à la responsabilité. Alors vous allez dire, oui, mais alors si le résident est sous tutelle, s'il y a une prescription médicale qui lui interdit, etc., là j'ai pas de solution. Franchement, et encore une fois, il ne s'agit pas de tout admettre tout le temps. Hein? Je crois que c'est une question de toucher le bal, comme au tennis. Moi, je voudrais rebondir par rapport à ce que vous disiez, Maître, sur le toucher de balle et le fait de rebondir, et le fait qu'il y a des choses qui ne se mettent pas. Je voudrais souligner, Morgane, tu es arrivée à Stein il y a 2 ans. Un peu moins. Et qu'aujourd'hui, si vous écoutez bien tout ce qui a été dit dans un même établissement, on touche à des difficultés que sont notamment la situation de l'établissement dans un contexte, comme vous disiez, du 9-3, où la gestion est très compliquée, et notamment au niveau du personnel, aussi par la pluriculturalité, etc. Le fait que, tu parlais tout à l'heure de la gestion de la drogue dans l'établissement, la gestion des armes, maintenant la gestion de la prostitution. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une complexité importante avec des risques de dérive si on ne sait pas cadrer les choses, mais il faut les cadrer avec doigté, c'est pour le toucher de balle, monsieur le maître, avec doigté. Et surtout, il n'est pas question aujourd'hui de déterminer finalement des choses seules. C'est-à-dire que c'est la façon dont on porte les choses au niveau des équipes qui est essentielle et comment on les travaille avec les équipes. Moi, je voudrais souligner que depuis ce matin, il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment entendu. C'est qu'in fine, que ce soit médicalement ou que ce soit au niveau de la direction d'un établissement, il y a toujours au bout une personne qui prend la décision. Et que finalement, la réflexion éthique permet de pouvoir s'enrichir, éclairer son regard, étayer sa prise de décision et l'accompagner, mais qu'à la fin, il y a une personne qui prend les décisions. Et moi, je voudrais souligner le travail que tu as fait depuis 1 an et demi, parce que sur 93, ça a été très très difficile. Voilà. Travail collectif. C'est un travail collectif, hein. C'est important de le rappeler parce qu'on est en une équipe, hein. Donc c'est un travail collectif qu'on a fait avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire et l'ensemble des professionnels de l'établissement. On est encore en chantier. Mais voilà, c'est important de le préciser, puisqu'effectivement, comme tu dis, Vanessa, au bout, effectivement, nous sommes à trancher et à prendre la décision, mais c'est un travail qui est vraiment très collectif. Donc on ne peut pas faire seul non plus. Donc voilà. Sur ce qui vient d'être dit, et partageant ce que vous avez dit, bien évidemment, il y a toujours une personne qui prend une décision. Ce qui est important, c'est qu'elle la prenne au nom de l'institution. Et que l'institution, comme ça, puisse substituer sa responsabilité, assumer sa responsabilité, sans exposer nécessairement la personne. La deuxième chose, c'est que la démarche éthique, on nous l'a rappelé lors d'une intervention ce matin. La démarche éthique peut être un enrichissement collectif et individuel par des discussions, des partages d'erreurs ou des partages de doutes qui n'aboutissent pas à des prises de décision. Je crois qu'un médecin est intervenu ce matin pour nous dire qu'il s'était lui-même enrichi en sa qualité de chef de service à AP, je crois que Alain c'est un de tes amis, il s'était enrichi de discussions qui n'aboutissaient à aucune décision. La troisième chose, c'est que c'est très important chez ADEF Résidence et c'est une dimension importante. La volonté d'avoir une éthique concrète, réellement mise en œuvre. Donc une vraie marche vers une nouvelle conception de ce que doit être la relation en résident. N'est pas une réflexion hors sol, y compris sur la question de la responsabilité juridique. Et que bien évidemment, chaque EHPAD est situé dans son environnement. Et que dans le 93, j'ai tendance à dire qu'il peut ou il doit sans doute y avoir plus d'interdits qu'ailleurs. Parce que
la grande difficulté, je sais, j'y ai des bureaux dans le 93, et il va de soi qu'on ne peut pas considérer que l'EHPAD est hors sol et que voilà, tout va bien. Il est situé, il est daté dans un environnement où la police n'intervient pas, où le lieu ouvert est véritablement un problème, et que tout ce que l'on peut dire sur l'ouverture, le déplacement, la nuit, la question de la capacité à accepter des comportements plus marginaux, qualifions-le ainsi, vous l'avez qualifié ainsi, dans une institution, eh bien ça dépend énormément de là où on est, et que je crois que dans le 93, je ne connais pas tout ce que vous faites, mais non, j'en perçois les difficultés, les interdits doivent sans doute être un peu plus nombreux qu'ailleurs. Ce que j'appelle le bon fonctionnement de l'institution doit être un peu plus prégnant et contraignant qu'ailleurs. Ça c'est clair. Donc absolument pas un souci d'avoir une éthique. C'est pour ça que je lutte contre les bonnes pratiques et que cette volonté d'harmoniser les choses, une éthique normalisée, tout le monde par ailleurs, vous comprenez que l'établissement en Corrèze ne peut pas, de ce point de vue-là, être de la même façon que l'établissement qui est à Pierrefitte-Toussaint. Ça c'est clair. Effectivement, pour compléter ce que vous disiez, Maître Claes, en fonction effectivement de la géographie de l'établissement et de son implantation, un certain nombre de difficultés peuvent être différentes. C'est vrai que durant nos échanges, on s'est rendu compte aussi que les problématiques, il y en avait aussi aux établissements en province, mais qui étaient effectivement complètement différentes. Et c'est là où les interventions d'aujourd'hui sont complémentaires au final, puisque on s'aperçoit qu'en fin de compte, en fonction du lieu d'implantation de l'établissement, amène un lot de problématiques qui peuvent être effectivement complètement différentes. Sur le 93, on va avoir cette dangerosité du département qui effectivement amène peut-être un peu plus de vigilance et d'autres styles de problématiques. Et sur l'établissement de mes collègues à côté, ça va être autre chose. Le lieu est important. Juste pour compléter, pour le coup, quand un établissement se trouve dans un milieu qui est, je dirais pas rural quand même, je viens là, mais pour le coup, pas proche d'une grande ville, ça ne permet pas aux usagers justement de pouvoir se déplacer librement sur certains et bénéficier de certains services. Vous voyez dans le service ce que vous souhaitez les uns et les autres, bien sûr. En tout cas, ça demande en plus de ce travail-là de dépasser ces potentiels interdits ou d'exercer ces libertés, de travailler sur le fait de se déplacer seul, de prendre le transport en commun, d'avoir les moyens financiers de le faire, etc. etc. Donc en effet, il y a des difficultés qui sont liées essentiellement au territoire et à la culture, mais finalement des deux parties. D'autres réactions ? Je peux vous poser une question, s'il vous plaît. À Saint-Julien, est-ce que vous avez des situations dans lesquelles on appelle ça règlement et législation se heurtent à ce que vous souhaitez comme étant le mieux pour les handicapés? Je vous vois sourire, donc ce n'est pas une si mauvaise question. Pour les personnes en situation de handicap que vous hébergez, est-ce que vous avez pu identifier des situations où vraiment il y a un heurt, il y a une confrontation et pas une convergence avec une sortie constructive? S'il vous plaît. On est dans la provocation, j'en rajoute, donc on n'a pas de situation avec des gens. Juste pour la petite histoire. Oui, et ça fait, enfin je voulais faire lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les trois éléments qui pouvaient faire frein. En effet, l'un peut faire frein aussi, et on en parle assez régulièrement, c'est quand la mesure de protection est exercée justement par un membre de la famille. Et c'est là où toute la difficulté se met à l'œuvre, puisque parfois c'est le préjugé ou la représentation du proche qui fait que l'usager va pouvoir ou non bénéficier ou exercer ses droits. C'est-à-dire que finalement c'est au bon vouloir du tuteur, qui peut être le père, la mère, le frère, le soeur, le cousin, qui va limiter les choses. Un exemple tout bête qu'on a pu rencontrer, un usager qui exerçait une activité qu'il appréciait au sein de l'établissement,
avait les moyens d'exercer cette activité qui était donc payante. Son tuteur, qui à l'époque était son père, a refusé parce qu'il ne s'entendait pas avec la personne qui exerçait l'activité. Finalement, la personne aujourd'hui exerce cette activité-là puisque le tuteur a dû changer puisque ce dernier est décédé. Et en reprenant les choses avec le nouveau tuteur, il a saisi qu'en effet, il y avait un intérêt pour son frère à laisser cette activité se jouer. Donc finalement, oui, en tout cas, moi, la difficulté que je trouve la plus dérangeante, en tout cas, que le législateur a choisi de faire, c'est que les mesures de protection sont avant tout, en première instance, proposées à un membre de l'entourage. Or, dans les faits, pour moi, c'est vraiment une difficulté parce qu'on se heurte au bon vouloir de ce membre-là qui exerce, en tout cas, sa représentation, ses propres valeurs, son propre cadre de référence au détriment du libre arbitre ou de la liberté d'agir de son proche. S'il n'y a plus de questions. Plus de questions? Bon, bah, merci aux incidents techniques qui nous permettent de finir à l'heure.